Bonsoir, bienvenue dans 28 minutes. À l'occasion du salon de l'agriculture, cette grand-messe annuelle, nous prenons la clé des champs et nous nous interrogerons de façon musclée avec José Bové tout à l'heure sur le rapport de force entre Bruxelles, l'Europe et l'agriculture française. Mais tout d'abord, je reçois deux agriculteurs, une céréalière et un garçon qui fait des pommes, des salades et des Scooby-Doo. C'est juste après la une du jour, mise en image par Julien Dugast. Celle que l'on nomme désormais l'affaire des lasagnes au cheval n'a rien arrangé à un phénomène déjà bien présent en France. Le malaise dans le secteur de l'élevage n'est pas lié à une crise de la production, mais à une crise des revenus. Oui, dans l'Hexagone, les agriculteurs sont loin d'être égaux. En décembre 2012, le ministère de l'Agriculture publiait le revenu moyen d'un exploitant agricole selon son secteur d'activité. Verdict sans appel, céréaliers et betteraviers ont gagné entre 72 000 et 80 000 euros, quand les éleveurs d'ovins et de bovins gagnent presque 5 fois moins. Une inégalité renforcée par la répartition des aides européennes. Parmi ceux qui ont les revenus les plus élevés, ils touchent aussi beaucoup d'aides. Et ceux qui ont les revenus les plus faibles touchent un peu d'aide, mais de toute façon à un niveau qui n'est absolument pas suffisant pour leur permettre d'avoir un revenu correct, quoi. Bérénice Walton, 22 ans, a trouvé la solution. Elle utilise la vente directe pour vendre ses bœufs et vaches de race basadaise. Aujourd'hui, voilà, mon exploitation tourne. J'arrive à faire face à mes charges, face à mes emprunts, conserver un salarié, peut-être en avoir un deuxième dans les années qui arrivent. Et si Bérénice s'en sort, ce n'est pas grâce aux banques qui ont refusé de lui prêter les 100 000 euros dont elle avait besoin pour se lancer. Donc j'ai fait différemment. C'est un emprunt familial, donc je rembourse directement à mon père. Peut-être un début d'explication à l'autre crise qui touche le monde agricole. Une crise des vocations. Selon le Fonds national d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles, il manque 12 000 hommes et femmes dans l'agriculture. Pierre Priolet, bonsoir. Céline Imard, bonsoir. Vous êtes agriculteurs tous les deux, des revenus, des expériences absolument différentes, divergentes, passionnantes. Vous avez publié Les fruits de ma colère, ça c'était chez Robert Laffont, Pierre Priolet. Vous étiez l'homme qui pleure, l'agriculteur qui pleurait, ça a beaucoup marqué la France. Et vous, Céline Imard, vous faites des céréales, mais avant ça vous avez fait Sciences Po et vous avez travaillé dans la finance. Pendant 6 ans. Et là, c'est la production de quelques-uns de vos camarades, des petits producteurs qui font de l'ail rose, du riz, de la salade. Renaud, c'est impressionnant, non? Je vous fais pas dire, c'est très impressionnant. Bonsoir Nadia. Bonsoir. On évoquait à l'instant dans le sujet de Julien Dugast la crise des vocations, 12 000 emplois dans l'agriculture à pourvoir, et ces emplois ne sont pas pourvus. Comment vous l'expliquez, Pierre Priolet? Vous qui aimez votre métier passionnément. Je l'explique d'une manière très simple. C'est que pour pouvoir embaucher des gens avec un vrai salaire, il faut déjà être payé au vrai prix. Ouais, alors chaque fois qu'on achète des produits, on les vend à perte. Donc pour embaucher des gens, alors qu'on sait très bien que à travers notre travail, on sera incapable de valoriser ni leur savoir-faire, ni notre métier, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de crise de vocation? Céline Imard, vous êtes d'accord avec cette explication Oui, c'est aussi une partie négative. Effectivement, pour certaines filières, c'est vrai qu'il y a certains prix de vente qui ne rémunèrent pas aujourd'hui, ne serait-ce que les coûts de production. Je pense notamment aux filières d'élevage. Ensuite, c'est vrai que il y a des charges sociales et des coûts de production de manière générale sur toutes les filières qui font non seulement que c'est difficile d'embaucher, et ensuite l'installation, c'est un vrai défi parce que on veut s'installer sur des installations vivables. Et bon, c'est pas toujours. C'est pour ça que vous avez choisi les céréales, justement, de faire des céréales? C'est parce que ça rapporte plus? Non, c'est ce qui rapporte le plus en France, les exploitations céréalières. C'est ce qui peut rapporter le plus, mais il ne faut pas dire que les céréales sont trop chères. Les céréales sont au même prix à francs et euros constants qu'il y a 25 ans. C'est en fait le prix du lait et de la viande qui a baissé. Mais les céréales, non, moi c'est un passif familial qui fait que je suis restée dans les céréales. Et vous, Pierre Priolet, que faites-vous? Eh bien, que produisez-vous? Alors j'ai arraché donc mes poiriers et mes pommiers, puisque je perdais beaucoup trop d'argent. On a fait du maraîchage, des salades, où on continue à perdre pas mal d'argent, puisque sur 2 ans, on n'a pas réussi à vendre nos produits de manière satisfaisante. Ce qui fait que cette année, je me pose la question, est-ce que je ne vais pas laisser mes terres à l'abandon, pas à l'abandon abandonné, mais sans aucune production, parce que je pense que je perdrai moins d'argent qu'en travaillant. Et qu'est-ce que vous ferez? Écoutez, aujourd'hui, je travaille, je perds de l'argent, donc il y a un moment, je me dis, si tu
travaille pas, peut-être que tu en perdras moins. Et autour de moi, quand même, j'ai 600 hectares qui sont en train d'être à l'abandon. La mutualité sociale agricole évoque le stress des agriculteurs, le sentiment d'isolement, le sentiment d'être souvent vilipendé ou stigmatisé ou montré du doigt, la baisse des revenus, la variation de ces revenus. Il y a entre 400 et 800 suicides par an chez les agriculteurs. C'est un vrai problème dont on ne parle pas assez. Alors, c'est un problème qui est d'autant plus dramatique. C'est que cette hécatombe se fait alors que tout le monde connaît la problématique. On est aujourd'hui sur une donnée qui est l'alimentation. À travers l'alimentation, c'est toute la problématique politique du bien-être des populations et du bien-être des campagnes. Or, aujourd'hui, dans énormément de campagnes, énormément d'agriculteurs, éleveurs surtout, et laitiers, sont entre divorce et suicide. Donc, et tout ça parce qu'il manque quelques centimes. Il ne manque pas 3 € du litre. Il manque souvent 10-15 centimes du litre de lait. Il y a toute cette description de difficultés réelles que traverse une bonne partie du monde agricole, mais il y a aussi des initiatives pour essayer de donner envie, de réveiller les vocations. Par exemple, Céline-Imar, je crois que vous avez participé à une campagne de communication dont on va voir les affiches à l'écran. Dont le but était quoi de dire... A priori, ça devrait fonctionner. Le but, pour le résumer très très vite, ce sont des clichés pour casser les clichés. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la profession souffre d'un déficit d'image, notamment au niveau des jeunes. Et c'est vrai que, on s'imagine souvent que ce sont des journées interminables, beaucoup de travail, vendre ses productions à perte. Mais c'est le cas. C'est pas toujours le cas. On a quand même une certaine qualité de vie et quand on s'installe, on essaie de le faire sur des exploitations qui soient viables et vivables. Vous n'êtes pas une exception, il y a d'autres jeunes. Il y a d'autres jeunes, oui. Aujourd'hui, les installations se diversifient. On a de plus en plus de personnes, de jeunes hors cadre familial qui s'installent, de plus en plus de femmes, de plus en plus de reconversions. De plus en plus de femmes, oui, absolument. Vous avez l'impression qu'il y a comme un fossé générationnel ou pas, Pierre Priolet, quand vous entendez ça? Non, je pense que l'agriculture a beaucoup d'aspects régionaux. Aujourd'hui, moi, je vois que le Sud-Est a énormément de difficultés à survivre, alors que d'autres régions, effectivement, s'en sortent parce qu'elles sont peut-être beaucoup plus multicultures. Et je crois qu'aujourd'hui, dans notre région à nous, par exemple, on a des productions qui font 65 à 80% de main-d'œuvre. D'accord? Quand je vends une salade, quand je vends une pomme, quand je vends une poire, eh bien, je vais mettre 65 à 70% de main-d'œuvre. Sur une main-d'œuvre qui est à 12,50 €. Quand tous mes concurrents payent entre 4 et 5 €, même en étant Superman, je ne pourrais jamais être dans le coup. C'est très clair. Nadia. Oui, pour revenir sur une note un peu positive, comme l'a évoqué Renaud, on entend plein de chiffres plutôt accablants, mais il y a aussi des chiffres très positifs qu'on entend très peu, notamment ce sondage qui a été publié sur le Figaro.fr et qui nous permet d'apprendre qu'un chômeur sur 2 serait prêt à travailler dans l'agriculture. Donc c'est un sondage Opinionway, alors pas suffisant pour inverser la courbe du chômage, mais c'est quand même extrêmement positif, surtout quand on sait, comme on l'a entendu dans le reportage, qu'il y a 12 000 emplois qui ne sont pas pourvus chaque année, qu'il y a de plus en plus de CDI qui sont proposés, que la palette de métiers est très large, il y a 90 métiers dans l'agriculture. Donc pour résumer, il y a du boulot, il y a une envie des chômeurs de travailler dans l'agriculture. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils n'y vont pas? Pour une raison très simple qui est évoquée dans ce sondage, c'est que quand on leur demande si l'agriculture recrute, ils sont seulement 14% à penser que oui, il y a effectivement du travail dans l'agriculture. Est-ce qu'il n'y a pas un déficit d'information? On voit que les ministères investissent pour recruter des jeunes dans l'artisanat, dans la marine, etc., à l'éducation nationale. Il n'y a aucune campagne nationale pour expliquer, pour donner cette info, pour dire qu'il y a du travail. Comment vous l'expliquez? Pour qu'on puisse développer l'embauche, et je pense qu'aujourd'hui, dans notre période de crise, l'agriculture est peut-être le secteur le plus porteur. Mais visiblement, en tout cas, il y a une envie. Le secteur le plus porteur. Le problème, c'est qu'il faudrait que des démarches comme celle, par exemple, de Système U, qui indiquent aux consommateurs le prix qu'ils payent les produits aux agriculteurs, soient beaucoup plus fortes. C'est-à-dire que non seulement le consommateur puisse ne payer que le vrai prix de nos produits, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais qu'en plus il soit informé du prix qui paye l'agriculteur. Parce que nous, pour pouvoir embaucher, il ne nous faut pas grand-chose au kilo. Vous embauchez ou vous seriez sur le point d'embaucher? Moi, si je vends mes produits, si j'arrête de les vendre à perte, demain matin, je peux embaucher. Le problème, c'est qu'en embauchant, en vendant à perte, déjà nous, on ne se paye pas. Comment on peut payer des gens pour venir travailler? On pourrait juste voir un autre chiffre qui démontre que les agriculteurs ont une image bien particulière en même temps en France. C'est qu'aujourd'hui, on a une période où il y a eu beaucoup de scandales liés à l'alimentation, etc. Il y a toute une partie de la filière qui est critiquée fortement. Et ce n'est pas le cas des agriculteurs eux-mêmes, puisque un récent sondage montre que les Français, eux, considèrent, sont 77% à faire confiance aux agriculteurs. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, ça, quand même. Ils peuvent, avec les efforts de qualité
qu'ont fait les agriculteurs depuis maintenant, je dirais, une vingtaine d'années. Mais c'est impressionnant. On a été aidés en ça d'ailleurs par tous les mouvements de consommateurs, par tout le mouvement social qui nous a demandé d'aller plus à fond dans la qualité, dans la traçabilité. Mais aujourd'hui, ces scandales qui naissent, c'est des scandales d'argent. C'est-à-dire qu'à force d'avoir une société qui demande toujours moins cher, on va chercher au bout du monde des produits qu'on ne sait pas d'où ils viennent. Et nous, on en subit les conséquences. Et c'est de ça qu'on aimerait, nous, que les Français se rendent compte. C'est qu'ils peuvent faire confiance aux agriculteurs français. À tous les deux, Stéphane Le Foll a présenté un plan sur l'agrobiologie avec toutes sortes de préconisations pour aider et développer encore plus, si possible, cette agriculture biologique. J'ai pas l'impression que ce soit votre tasse de thé, Pierre Priolet. Vous êtes même un peu opposé, quoi, avec l'agriculture bio. Comment ça se fait? Disons que... Votre temps, là. Non, le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est une tarte à la crème sociétale. Pourquoi? Quand on a dit bio, on a tout dit. Ouais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand même, énormément d'agriculteurs travaillent dans le respect parfait des règles, avec vraiment une vraie attention à la marchandise. Mais des antibiotiques, des pesticides, abîmer les nappes phréatiques, tout ça, c'est pas bien d'essayer de réduire de même que le soufre, de même que le cuivre, de même que... Donc, il n'y a pas des mauvais et des bons. Il y a des agriculteurs qui font leur métier, et aujourd'hui, l'agriculture bio a un problème, c'est qu'elle n'est pas suffisamment rémunératrice et elle est énormément consommable en main-d'œuvre. Et nous, à 12,50 de l'heure, la main-d'œuvre, on a du mal. Alors, le point de vue pour conclure de Céline Imard sur cette question. Juste simplement deux choses très rapides sur ce sujet-là. Alors d'abord, ce ne sont pas simplement des pesticides, ce sont des produits phytopharmaceutiques. C'est-à-dire que nous, quand on est malade, on va chez le médecin. Aujourd'hui, quand la plante est malade et qu'elle a besoin de soins, on applique des produits pour qu'elle aille mieux. Parce que je vous vois mal manger demain du blé qui soit plein de pucerons. Il faut savoir, par exemple, que le Danemark a passé toutes ses céréales en bio. Et qu'aujourd'hui, depuis plusieurs années, elle ne peut plus exporter parce qu'il y a des taux de mycotoxines qui font que c'est impropre à la consommation humaine. Et que le bio, c'est une modalité de production, mais ce n'est pas la réponse à tout. Et deuxième chose, je voudrais dire aujourd'hui, très vite, qu'effectivement, on respecte un nombre de contraintes environnementales qui sont croissantes et qui aujourd'hui représentent des charges non productives pour nos exploitations. On le fait et c'est très bien pour le consommateur, mais il faut savoir aussi garder le bon sens. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci Céline Imard et Pierre Priolet. Place à notre... Renaud est exalté, notre grand angle du soir, très vert, très rouge de colère peut-être avec José Bové, et sans OGM bien sûr. L'agriculture française est-elle aidée ou menacée par l'Europe? On en débat après le rappel des faits par Sandrine Le Calvez. C'est un rituel, un rendez-vous incontournable de tout président. Et cette fois, c'était son tour. François Hollande a inauguré samedi dernier le 50e salon de l'agriculture. C'est un dur métier, mais un beau métier. Voilà. Et l'ancien député corrézien était comme chez lui. On ne voit qu'à la télé. Ah oui, c'est pas pareil, hein? Non, c'est pas pareil. J'ai eu des amis, Nicolas Sarkozy. Ah bah tu ne verras plus. Le chef de l'État plaisante et roule des mécaniques car il en est convaincu. Il a sauvé la politique agricole commune dont la France est la première bénéficiaire avec une subvention de 10 milliards d'euros annuels jusqu'en 2020. Pour obtenir ce gros chèque à Bruxelles le 7 février dernier, François Hollande a dû guerroyer face à des partenaires européens bien décidés à faire des économies. Il faut opérer des coupes budgétaires, sinon il n'y aura pas d'accord. Au final, les partisans de la rigueur budgétaire ont obtenu une baisse de leur contribution au budget européen et la PAC a été maintenue. D'autres problématiques agricoles attendent maintenant le chef de l'État. En plein scandale de la viande de cheval retrouvée dans des préparations 100% pur bœuf, François Hollande exige plus de traçabilité. Il y a eu ces derniers jours des interrogations, pour ne pas dire davantage, des fraudes, parce qu'il n'y avait pas l'étiquetage. Mais quelle sera la marge de manœuvre des autorités dans le secteur de l'agroalimentaire où de puissants lobbies sont à l'action? Les pro-additifs en tout genre, les pro-OGM et les pro-farines animales qui viennent de remporter une bataille à Bruxelles. À partir de juin prochain, les poissons d'élevage pourront être nourris par des farines de porc et de volaille, 17 ans après le début de la crise de la vache folle. José Bové, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député Europe Écologie Les Verts. À côté de vous, Philippe Chalmin, un économiste émérite, spécialiste des matières premières et auteur de
Le Monde a faim aux éditions Bourrin. Et à côté de vous, Philippe, Jean-Sébastien Lefebvre. Bonsoir, vous êtes journaliste à Heure Active et vous êtes spécialiste, ça tombe bien, dites donc, des questions agricoles. Alors, on vient de voir dans le sujet consacré au Salon de l'Agriculture, ce marronnier, François Hollande faire un peu le matamor et le mirliton parce qu'il aurait sauvé la PAC. Il aurait évité le coup de rabot fatal. Est-ce qu'il y a de quoi être si content, José Bové? Moi, j'ai peur que ça soit un peu un effet d'annonce, parce que c'est vrai que globalement, on nous dit que la PAC n'a pas beaucoup diminué par rapport aux autres politiques. N'empêche qu'on a quand même une diminution de 11% en volume global. Donc, c'est pas forcément extraordinaire. Par contre, ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'en fait, dans cette discussion des chefs d'État et du gouvernement, ils n'ont pas simplement discuté du budget, ils ont déjà dit comment ils allaient distribuer l'argent, alors avant même qu'on en débatte entre le Conseil et le Parlement. Je trouve ça quand même assez singulier. Et là, je crois qu'effectivement, on ne va pas forcément être d'accord. Il n'empêche que la défense de la PAC, c'est une spécificité très française. Hein. Président après président, chacun des présidents de la République française va à Bruxelles défendre le montant de la PAC parce que la France est l'un des pays qui est le plus bénéficiaire de la politique agricole commune. Et regardez comment justement Stéphane Le Foll vante l'action du président François Hollande. On écoute Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture. Ils se battent sur les deux plans. Se battre sur un budget et défendre la politique agricole. Je crois qu'il l'a fait dans le contexte dans lequel on était, avec tous les moyens qu'il a mis en œuvre pour assurer une pérennité et à la politique agricole. Il n'y a pas un chef d'État qui a parlé d'agriculture pendant tous les sommets, sauf le président français. Et ça, c'est très important. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même dans le fait que la PAC pèse pour près de 40% de l'ensemble du budget européen? Est-ce qu'on est très fiers de sauver la PAC, mais est-ce que c'est bien raisonnable à ce prix-là? C'est gentil de tirer éternellement sur la PAC, surtout quand vous êtes britannique. Je rappellerai que si la politique agricole commune pèse encore 40% du budget européen, mais il y a quelques années, elle était montée à 80%, c'est qu'en réalité, l'agriculture, c'est la seule véritable politique européenne. Et d'ailleurs, il n'y aurait pas d'Europe, nous n'aurions jamais fait l'euro s'il n'y avait pas eu la politique agricole commune. Donc ça, c'est le premier point. C'est bien parce qu'il n'y a pas d'autres politiques européennes que l'agriculture continue à peser lourd. Premièrement. Deuxièmement, et ça c'est un point aussi important, tout le monde dit politique agricole. Mais aujourd'hui, les bienfaits de la politique agricole commune ne s'arrêtent pas aux agriculteurs, car au fond, qu'est-ce que fait la politique agricole commune? Elle paie des agriculteurs, certainement, elle les aide, elle les rémunère pour tous les services qu'ils apportent à la société en dehors de la nourriture. Si nous avons aujourd'hui une France qui est quand même belle, si nous, citadins, quand nous sortons, nous voyons une France qui est jardinée, qui est entretenue, c'est parce qu'il y a des agriculteurs. Non, non, je ne fais pas de la poésie, mais c'est du réel. Vous voyez des régions où il n'y a plus d'agriculture, et à ce moment-là, lorsqu'il n'y a plus d'hommes, eh bien, c'est le désert. Alors, c'est peut-être le rêve de certains vers purs et durs, mais c'est pas notre rêve. Philippe Chalmin, vous avez raison d'être lyrique, mais sur la répartition, là, il y a des questions. Sur la répartition de l'enveloppe. Philippe Chalmin, je vais juste vous montrer les chiffres. La poésie, c'est joli. Le réel, vous en parliez. Allons-y sur le réel, justement. La répartition des aides de la politique agricole commune, on s'aperçoit qu'il y a à peine 190 exploitations qui touchent plus de 200 000 euros, alors que donc l'écrasante majorité des exploitations, en tout cas 22 000 exploitations, touchent entre 100 000 et 200 000 euros. Quels sont les donc critères? est-ce que la PAC n'accentue pas les inégalités José entre les Bové exploitations? et après Jean-Sébastien, Très clairement, aujourd'hui, 80% des aides vont à 20% des agriculteurs. En France... C'est un problème, ça. C'est un vrai problème. Sur 600 et quelques mille exploitations... Quel est le critère déterminant? La taille de l'exploitation? Au départ, c'est la taille. Plus on a d'hectares, plus on a d'aides. Mais surtout que quand ces aides ont été mises en place, ce qu'on appelle les aides historiques, elles étaient différentes si on produisait 1 hectare d'herbe ou 1 hectare, par exemple, de maïs irrigué. Ça va de 1 à 10. À l'époque, on parlait en francs. C'était 300 francs pour 1 hectare d'herbe. 3 500 francs pour 1 hectare de maïs. Et donc ce système a perduré. Or aujourd'hui, on est dans un système très injuste, avec énormément de producteurs, 150 000 sur les 600 000, un peu plus en France, qui ne touchent pas d'aide du tout. Il y a un exemple qui a été donné par le journaliste Jean Quatremer sur son blog, où il explique que le prince Albert de Monaco, par exemple, va toucher des sommes absolument hallucinantes parce qu'il a beaucoup de terrain. Donc ça illustre le fait que ça profite aux gros. Jean-Sébastien Lefebvre, avant Philippe Chalmin. Il y a une solution, ça s'appelle le plafonnement.
C'est un vieux principe prôné en particulier par M. Beauvais au Parlement européen, qui est de dire qu'une exploitation ne peut pas toucher plus de 300 000 euros. Nous, c'est 100 000. Ça, c'est 100 000 pour les verts. Ça, c'est ce qu'on voudrait mettre en place dans la prochaine PAC pour 2014-2020. Le problème, c'est que certains États disent clairement non. Et parmi les États qui disent non, l'Allemagne, parce qu'il y a les grandes exploitations d'ex-RDA. On a aussi le Royaume-Uni qui est assez frileux sur le sujet. Et donc, du coup, pour le moment, voilà, vu comment c'est passé, Philippe Chalmin. Oui, mais alors là, bon. Moi, je fais... Sur cette répartition, hein, je pense qu'effectivement, on peut essayer de plafonner. Dans le système de la politique agricole aux États-Unis, ils ont plafonné, mais le plafonnement, il y a toujours des moyens, il ne faut pas se faire d'illusions, de le contourner. Moi, je serais allé encore plus loin, parce que je suis assez hostile, au fond, à ces primes qui tombent un petit peu de manière automatique. Où, à la limite, une grande exploitation peut avoir une gestion de l'espace et une gestion agroécologique intéressante, là où une petite exploitation ne fera pas d'efforts. Et donc, moi, j'étais partisan d'aller beaucoup plus loin et de revenir sur quelque chose qu'autrefois la gauche en France avait proposé, qui était les CTE, les contrats techniques d'exploitation, dans laquelle, au fond, dans laquelle l'agriculteur signait une sorte de contrat avec la société. Car, au fond, il faut admettre que ce ne sont pas des aides que vont recevoir les agriculteurs. Moi, j'insiste sur le fait que ce sont des rémunérations pour des services que rendent les agriculteurs. Alors, ce que les économistes nous appelons d'un mot horrible, des externalités positives et éventuellement éviter des externalités négatives en termes de pollution et autres. Et ça doit être payé, et c'est un service qu'à la limite, chaque exploitation va rendre de manière différente. Et je me méfie finalement d'aides qui seraient diffusées de manière un petit peu aveugle. José Bové, et après on avance par rapport à l'Europe. Je crois que ce qui est important, ce qui était proposé par le commissaire européen Dacian Ciolos, qui a quand même bien travaillé dans cette direction-là, c'est de dire en gros, il faut limiter les aides. Nous, on dit 100 000 euros par exploitation parce que ça permet effectivement de mieux répartir. Ensuite, on peut avoir un soutien aux plus petites fermes pour rééquilibrer entre céréales et élevage. C'est pour ça, c'est la proposition française qu'on va soutenir au Parlement européen. Vous allez vous battre pour qu'en gros, les hectares qui sont en dessous de la moyenne nationale de chaque pays qui le voudra puissent être doublés par rapport au prix global qui est distribué. Donc ça, c'est une deuxième mesure. Et la troisième mesure qui est fondamentale et qui rejoint un peu ce que dit M. Chalmin, c'est que avec les 30% de verdissement, qui était donc une idée qui est intéressante, on avait un moyen de pouvoir renforcer le côté respect de l'environnement, l'eau. C'est un contrat qu'on donne aux agriculteurs, 30% de l'aide si on respecte des règles. Le problème, c'est que les règles qui sont proposées sont des mauvaises règles, puisque c'est uniquement, en gros, chaque pays va pouvoir choisir à la carte, alors que la règle fondamentale qu'on a voulu inscrire et qu'on va reproposer au Parlement, c'est la rotation des cultures et l'intégration dans la rotation des cultures, dans plusieurs annuels, de protéines végétales. Vous évoquez l'hypothèse l'un comme l'autre, d'ailleurs, d'indexer les aides de l'Union européenne au verdissement de l'agriculture, un certain nombre de normes environnementales. Attendez, je vais essayer d'aller au bout de ma phrase. On va y venir. Je vous remercie. En tout cas, un certain nombre de normes environnementales. Or, la décision la plus spectaculaire que vient de prendre l'Europe récemment, c'est cette fameuse directive qui réintroduit les farines animales pour nourrir les poissons d'élevage. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction spectaculaire? D'ailleurs, François Hollande a expliqué que la France ne s'opposerait pas à cette directive européenne. Là, on a un vrai problème. Alors là, il y a pas mal de retour des farines animales. Est-ce que ça, c'est l'Europe, ça aussi, le retour des farines animales? C'est aussi l'Europe. C'est que pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette décision-là au niveau de la Commission? C'est qu'ils disent, aujourd'hui, les protéines végétales, en gros, le soja, ça coûte trop cher. Donc, si on peut réintroduire 5% de farines animales, ça baissera le coût de l'alimentation. On commence par les poissons, ensuite les porcs, les volailles. Mais vous êtes opposé à ça, ou alors vous voulez un étiquetage. Vous êtes radicalement opposé, et toutes les agences sanitaires sont méfiantes sur la question. Si on est capable... L'agence sanitaire française est méfiante. Avec le verdissement. Réintroduire les protéines végétales dans le cycle de rotation permet évidemment, au niveau des sols, de l'eau, c'est évidemment excellent, mais surtout, c'est un très gros avantage de reconquérir notre indépendance, ou au moins de réduire notre dépendance aux importations de soja. Or, toutes les études ont montré qu'en France, par exemple, en 5 ans, on pouvait réduire de 50% ces importations si on réintroduisait, si on réorientait par la rotation des cultures. Or, pour la balance commerciale agricole européenne, elle est déficitaire
en raison notamment de ces importations. Très bien. Jean-Sébastien Lefebvre, on a quitté la question de la PAC parce qu'on veut avancer, mais toujours dans ce rapport entre l'agriculture française, l'agroalimentaire, les scandales sanitaires, l'alimentation et l'Europe. Donc votre point de vue sur cette histoire des farines animales, et est-ce que la France pourra décider de ne pas nourrir les poissons d'élevage avec les farines animales, malgré les préconisations de la Commission de Bruxelles? Ce qu'il faut voir, c'est que la Commission en fait, avait pris une décision technique. Le Parlement n'a pas eu son mot à dire. En fait, c'est une procédure obscure qu'on appelle la comitologie dans le jargon. Comitologie. Ah bah c'est joli. Ça veut dire qu'en gros, elle a... Une façon d'évacuer le débat. La Commission d'elle-même, en fait, a le pouvoir des fois de modifier des règlements. Et si ça ne modifie pas en soi le texte de loi dans son sens profond, les États ont juste à dire oui ou non vite fait. La France et l'Allemagne, pour le coup, s'étaient abstenus sur le cas des farines animales. Et le Parlement n'est pas du tout consulté. Si le Parlement veut et aujourd'hui, la France peut ne pas appliquer cette directive La France, oui, peut dire nous, on reste sur le côté, on ne s'en sert pas. En plus, c'est même pas une directive. Sauf que dans ces cas-là, les poissons d'élevage français élevés sans farine animale seront plus chers, non? Ah bah, logiquement, si les farines végétales sont plus chères... Philippe Chalmin, sur cette question. Sur cette question, de toute façon, ne vous faites pas d'illusions. 85% du poisson, qu'il soit d'élevage ou sauvage, que vous mangez en France, il est importé. De toute manière, car le développement de l'aquaculture en France pose de tels problèmes environnementaux que c'est extrêmement difficile à développer. Moi, là où je ne suis pas d'accord avec José Bové, moi je serais sur une idée de conditionnalité des aides justement à l'environnement propre à chaque exploitation, sans tomber pour autant dans une sorte de malédiction de la technologie. Je vais vous heurter, mais moi je ne suis absolument pas choqué, par exemple, par le développement des OGM. Et je ne vois pas pourquoi on interdirait les OGM en France, alors que dans un secteur... Non, mais là, c'est de la provocation. Non, mais là, c'est Alzine. Il n'y a plus rien à faucher. Mais un jour, il faudra probablement ressortir le dossier, de la même manière que l'utilisation des farines animales, scientifiquement, ne pose rigoureusement aucun problème. Il y a encore une incertitude. Il y a une incertitude. Vous pouvez pas affirmer ça comme ça. Bien entendu. Il y a une incertitude. Non, il n'y a pas d'incertitude. Pour la défense de la Commission, elle a bien précisé quand même qu'on ne fait plus le cas de cannibalisme. Ça veut dire qu'on ne va plus nourrir du... Mais le cannibalisme, c'est du moralisme. Est-ce que vous trouvez que sur un plan sanitaire, tout est suffisamment vissé, verrouillé pour qu'on puisse avoir une confiance absolue? Ça ne semble pas le cas. Pendant 6 mois, sur la manière dont aujourd'hui sont produites les farines animales, il n'y a rigoureusement aucun problème sanitaire. Alors attendez, je vous rappelle que le seul problème... Non. La manière dont étaient produites les farines animales, notamment au Royaume-Uni, avant l'affaire de la vache folle, était là, tout à fait problématique. Les grandes organisations agricoles, à l'époque, dans les années 90-96, donc, quand on leur avait parlé des farines animales, nous avait dit il faut continuer parce que tout ça est fait très bien. Peut-être qu'en Angleterre c'est pas bien, mais nous on le fait vachement bien en France. Donc on sait très bien qu'à partir du moment où on met le petit doigt dans l'engrenage, les circuits mafieux vont redémarrer. Et Nadia, on a des exemples quand même assez concrets qui montrent que les contrôles ne sont pas respectés, en tout cas qui sont contournés, qu'il y a des fraudes. Il y a un exemple très récent, c'est ce qui se passe en Allemagne, cette histoire de bio, donc des œufs qui sont estampillés bio ou élevés en plein air. On s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas bio du tout, que les éleveurs n'avaient pas respecté les règles en usage, donc les poulets étaient élevés n'importe comment. Et en fait, ce problème-là, ça a fait un scandale énorme en Allemagne. On commence à en parler beaucoup en France parce que ça touche à quelque chose de précis. On se rappelle de cette vidéo qui avait été tournée par une association. Vous voyez des poulets élevés en batterie sur une feuille comme ça, c'était élever un poulet sur une surface A4. Donc la Commission européenne avait érigé des règles, ils avaient créé des labels bio, etc. Et on se rend compte avec cette affaire-là que ça ne sert à rien. Les contrôles ne servent à rien. En tout cas, il n'y a pas de contrôle. Écoutez, ils servent le prix des œufs. Ça faisait 3 ans. Ça faisait 3 ans que durait cette fraude. En Europe, du fait justement de la mise en place de nouvelles normes européennes qui effectivement donnent un petit peu plus d'espace à chaque poule. Qui contrôle sur le terrain? Qu'est-ce qui fait que ça a duré depuis 3 ans et qu'on se rend compte quand même pas mal compte. José Bové, vous êtes sûr? On a plusieurs pays qui ne respectent pas. J'étais avec le commissaire européen, M. Borg, qui s'occupe de la santé de la consommation. Tonio Borg, la semaine dernière. Il avouait qu'il y avait un certain nombre de pays qui ne respectaient pas les règles, à la fois pour les volailles et pour les porcs. Par exemple, lesquels, par exemple? Il n'a pas voulu nous le dire. Ah bah oui, bah quoi ça sert? Mais non, mais voilà, non, mais je vous le dis. Je vous explique froidement, en commission agriculture, on n'a pas eu le droit à la liste. Donc la réalité, c'est qu'on a des pays qui ne respectent pas pour les porcs, il y a des pays même qui résistent, qui ne veulent pas qu'on ouvre en gros, pour les truies, qu'on ait des espaces plus larges. Pour les poulets, on reste toujours, pour certains qui nous disent, les Anglais, par exemple, se fâchent.
il y en a qui résistent. Et dans chaque pays, il y en a qui résistent. Dans les petites cages. Voilà. Donc, parce qu'il y a plus de fric à se faire. Il ne faut pas oublier. Oui, alors justement, Jean-Sébastien Lefebvre, avant de parler de l'agriculture bio, est-ce que c'est inéluctable dans cette course au profit qui est engagée dans toute l'Europe par les énormes groupes agroalimentaires, les grands distributeurs? Est-ce que c'est inéluctable ces problèmes sanitaires? Qui vont vouloir profiter, frauder, etc. Mais je veux dire, c'est pas juste l'Union européenne, on peut le voir partout. En Serbie, en ce moment, par exemple, il y a un scandale avec du lait et des substances cancérigènes à l'intérieur. Et la Serbie n'est pas dans l'Union européenne, elle n'a pas les mêmes circuits de distribution que nous. Donc tout le temps, il y aura des problèmes sanitaires. En Chine aussi. Le lait à la mélamine. Mais après, je veux dire, au moins dans l'Union européenne, il existe des procédures de contrôle et on voit que si on en parle, finalement, ça veut dire que les gens se font attraper. Il faut aussi voir ça d'une façon positive. Si on parle du scandale de la viande de cheval, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand même, les contrôles ont payé. C'est les Irlandais, si je ne me trompe pas. Oui, mais là, vous minoriez ça la dernière fois en disant que c'est juste une escroquerie. On a quand même ce paradoxe qui est que jamais nous n'avons probablement mangé dans des conditions sanitaires aussi sûres. Et il suffit d'imaginer ce que les Français mangeaient au début du XXe siècle. Ne croyez pas que c'était la belle époque du point de vue alimentaire. Ça peut encore être mieux demain. Non, mais jamais on a mieux mangé et jamais en même temps il n'y a eu autant de peurs alimentaires. Et ça, c'est important, parce que c'est la relation avec ce que nous mangeons. Si on en va jusqu'au bout dans la logique du bien-être animal, de grâce, ne mangez pas de foie gras. Alors là, allez jusqu'au bout et comprenez le refus des Californiens. Car la condition de la malheureuse oie ou canard qui se fait gaver et qui meurt avant sa crise de foie, c'est quand même totalement horrible. Là, ça va rejoindre toute l'Europe du Nord. Mais moi, je crois qu'il faut faire attention. Écoutez, à ce moment-là, on devient végétarien. Bon, attendez, vous perdez votre mèche. Attendez, juste une pause. Votre mèche s'en va. Juste une toute petite pause, José Bové, avant de continuer. On va juste faire un petit retour avec le journal du temps de Bruno Godenzi sur l'année 57, année où la Commission européenne, ou la CEE, pardon, s'est fixé un but grandiose, l'autosuffisance et même devenir, pourquoi pas, le deuxième exportateur agricole mondial. Politique productiviste lancée, la PAC. Nous nous penchons sur ces fronts baptismaux. Votre mèche m'a trompé. Votre mèche, je m'en excuse. C'est vrai qu'il y a La France, terroir de saveur, la France verger d'Europe et pourquoi pas la France grenier du monde. Quoi qu'il en soit, le pays a une production enviable qui n'a pas poussé du soir au matin. C'est le fruit d'un exploit européen. Europe 1957, sous l'impulsion du français Robert Schuman et de l'allemand Konrad Adenauer, 6 pays fondent la communauté économique européenne et lancent dans la foulée son plus grand chantier, la politique agricole commune, alias la PAC. À l'époque, seule la France est autosuffisante, les autres importent au moins 20% de leurs besoins alimentaires du marché mondial. L'objectif de la PAC est donc clair, augmenter drastiquement la production en instaurant une communauté solidaire et performante. Concrètement, il s'agit de lancer une politique productiviste sous la houlette du couple franco-allemand. Schuman et Adenauer mènent leur barque de main de maître et on exploite à fond les innovations d'après-guerre. Les tracteurs modernes, les pesticides industriels, les fameux engrais azotés allemands qui font booster les rendements. Après avoir rejoint l'autosuffisance, la CEE va devenir carrément le deuxième exportateur mondial. Pour réaliser cet exploit, l'Europe mobilise 35% de son budget. Mais voilà, face à une Allemagne réindustrialisée, la France de Schuman considère qu'une importante contribution allemande n'est que justice. Adenauer, de son côté, fait un calcul pragmatique. Son pays réglera la note, car payer est moins cher qu'importer. Depuis, évidemment, les choses ont un peu changé. Je vous présente à tous les trois Juan Gomez, qui est notre homme du monde et qui vient mettre le cap et le focus sur la Roumanie, qui serait un Eldorado pour les agriculteurs, malgré le récent Findus Gate. Effectivement. La Roumanie, c'est 15 millions d'hectares, c'est 2 fois moins qu'en France, mais le pays a quand même pour objectif de devenir la 3e puissance agricole de l'Union européenne. Alors, déjà, il faut savoir que la Roumanie revient quand même de très très loin. En 89, c'est la chute du communisme, l'État redistribue les terres. Le problème, c'est que les paysans ne les travaillent pas. On se retrouve donc avec des dizaines de milliers de terres en friche. Et en 2007, là, il y a un revirement total. La Roumanie adhère à l'Union européenne. Et du coup, la Roumanie, aujourd'hui, est devenue le nouvel Eldorado des agriculteurs européens. Il y a des milliers de Français, d'Allemands, de Suisses qui s'installent sur place. On peut les comprendre parce que les terres agricoles roumaines sont actuellement aujourd'hui les moins chères d'Europe. 2000 € l'hectare. Et en plus, un agriculteur qui s'installe sur place bénéficie évidemment des subventions européennes. Alors pour l'instant, les subventions, elles sont basses. Elles sont à 180 €
l'hectare, c'est 2 fois moins qu'en Europe de l'Ouest, mais l'année prochaine, avec la nouvelle politique agricole commune, les aides à la Roumanie vont doubler. Donc vous achetez moins cher, malheureusement pas. Ah si, elles vont presque doubler. On est à 350 € l'hectare en 2014. Donc ça veut dire quoi? Que c'est tout bénéfice évidemment pour les agriculteurs d'Europe de l'Ouest. Même les Roumains finalement sur place, ils trouvent leur compte. Je vous propose d'écouter justement la réaction de ce directeur technique d'une exploitation agricole. C'est bien qu'ils soient venus. Les étrangers ont apporté de nouvelles technologies. Ça nous permet de travailler tous les champs et c'est très bien. Mon salaire fixe, il est d'environ 500 €, c'est bien. Si je cultivais à mon compte, je ne gagnerais pas autant, surtout parce que l'investissement est trop important. Voilà, et pour vous donner une idée, en 2011, justement, les investissements des Européens de l'Ouest a permis à l'agriculture roumaine d'accroître de 11%, et ce n'est pas près de se terminer. En tout cas, pour protéger les agriculteurs roumains, le gouvernement local a évidemment l'intention de prendre des mesures. Il veut plafonner, par exemple, la superficie qu'un étranger pourra acheter, ou bien que l'acheteur ait véritablement une expérience dans le domaine agricole. Merci Juan. Le 3% de la surface... On a un vrai problème aujourd'hui dans un certain nombre de pays. La Roumanie, c'en est un. Mais on a la même chose en Pologne et en Hongrie, où l'État, beaucoup de terres appartenant à l'État, il y a une logique aussi de donner à des petits copains les terres, et il y a une espèce de land grabbing qui se met en place tout à fait bizarroïde. Et en Hongrie, c'est de prendre des proportions invraisemblables, parce que Orban donne les terres à des industriels qui n'ont rien à voir avec l'agriculture, et les agriculteurs se retrouvent vraiment dans des situations calamiteuses. José Bové, revenons en France pour conclure, et à ces chiffres, 3% de la surface totale cultivée en France, c'est de l'agriculture verte. Est-ce que c'est l'avenir? Il y a 24 000 exploitations bio en France. Est-ce que c'est véritablement l'avenir? Et pour des questions sanitaires, et pour des questions presque éthiques, et pour des questions de préservation de l'environnement, c'est l'agriculture verte sur laquelle il faut tout miser? Je crois que l'agriculture biologique a un véritable avenir. On a un goulot d'étranglement qui est la transformation et la vente. Ce qui fait que beaucoup d'agriculteurs biologiques ont des petites structures, mais parfois n'ont pas les moyens de pouvoir, par exemple, quand ils produisent du lait, de trouver quelqu'un pour le transformer. Et donc là, on a un problème des circuits, parce qu'en France, l'industrie agroalimentaire n'a toujours pas intégré l'agriculture biologique. Donc on a énormément de petits circuits, ce qui est très important aussi, ça irrigue la vente directe, mais c'est pas ce qui va permettre globalement... Est-ce que c'est pas trop cher pour le consommateur aussi? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de coût pour le consommateur? Là, c'est la question de la répartition des aides. C'est-à-dire que ça revient au débat qu'on avait au départ. Si on avait une autre forme de distribution des aides, que le soutien permettait aux petites exploitations et à ceux qui sont dans l'agriculture biologique d'avoir un meilleur soutien, on n'en serait pas là, puisque aujourd'hui, c'est l'agriculture industrielle qui a le maximum des aides. Votre voisin sourit, je voudrais savoir pourquoi vous souriez, et ce sera votre conclusion. Moi, je suis un grand sceptique vis-à-vis du bio, parce que je ne crois pas que le bio soit une solution, notamment pour nourrir le monde. Maintenant, s'il y a des clients, et nous sommes là sur un marché, il y a un marché du bio. Je regarde qui sont les consommateurs, qui est-ce qui est prêt à payer un peu plus cher, parce qu'il faut se rendre compte que les rendements sont bien plus faibles, que la main-d'œuvre est plus importante, etc. Quand même. Non, quand tu veux. Alors là, en tout cas, les prix de revient, les coûts de production sont plus élevés, donc il faut qu'il y ait des consommateurs qui soient prêts à payer des Espérons qu'il y aura des mais c'est une niche qui est intéressante. Très bien, ce sera le mot de la fin sur le dossier bio. Tous les soirs, des intox passent au radar les propos farfelus ou mensongers des hommes politiques français. Vous le savez, ce soir, François Hollande prétend avoir réussi à préserver lors des discussions sur le budget européen l'enveloppe du montant des aides alimentaires. Eh bien, que nenni, ces aides vont hélas se réduire à peau de chagrin. Aujourd'hui, dans le radar de Désintox, François Hollande qui se vante d'avoir préservé les aides alimentaires de l'Europe. Mais il y avait un programme qui était menacé. C'est celui qui permet à des associations caritatives de nourrir nos concitoyens ou de leur venir en aide lorsqu'ils sont dans la précarité. Non seulement ce programme a été préservé, initialement 2,1 milliards lui étaient consacrés, mais j'ai obtenu que l'enveloppe puisse être portée jusqu'à 2,5 milliards. Le président français aurait donc préservé le programme européen d'aide aux plus démunis. L'affirmation est bien exagérée. Le PEAD permet depuis 1987 la distribution gratuite de nourriture aux plus pauvres. 6 États, dont l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Suède, souhaitent sa suppression. Et sous leur pression, ce programme est menacé depuis 2010. Il est vrai que la France a bataillé depuis 2011 pour sauver cette politique sociale.
Mais si l'aide est en partie maintenue, elle est loin d'être préservée comme l'affirme François Hollande. Le PEAD va bien disparaître au 1er janvier 2014. L'aide réapparaîtra en partie sous la forme d'un fonds européen d'aide aux plus démunis, financé désormais à 15% par les États. Surtout, le montant global va être réduit. François Hollande se félicite que le montant soit de 2,5 milliards sur 7 ans au lieu de 2,1 milliards comme envisagé lors des négociations. Mais il oublie de dire que précédemment, le PEAD pesait 3,5 milliards. Et avec moins, il faudra payer plus, car le futur fonds sera consacré à la précarité au sens large et non plus seulement à l'aide alimentaire. Merci mes amis, merci à tous les trois. À suivre sur Arte, Juliette Binoche. Oui, Juliette Binoche dans un thriller glaçant et magnifique de Michael Haneke, Caché. Vous pouvez retrouver l'émission comme tous les soirs et comme tous les jours sur le site Arte+7. Bis morgen, tchuss, à demain. Le Musique Rennais